Bonjour à toutes, bonjour à tous, Monsieur l'adjoint au maire de Deauville, Madame la présidente de l'Ordre des pharmaciens, chères consoeurs et chers confrères, je suis ravie de vous accueillir à Deauville pour ce 76e Congrès national des pharmaciens. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Cécile Michelet, je suis membre du bureau national de la FSPF, je suis en charge de l'organisation de ce congrès et c'est moi qui vais vous accompagner sur ces 2 jours. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous voir nombreux dans cette salle, car cela montre votre intérêt pour notre congrès, mais cela montre aussi votre mobilisation, votre unité, pour que la pharmacie de proximité continue à exister demain, comme vous nous l'avez prouvé en vous mobilisant le 30 mai dernier. Alors, le programme de ce congrès va s'alterner entre tables rondes et conférences plénières. 4 tables rondes vont être au programme. La première va nous réunir à 11 h. Je sais que c'est une table ronde que vous attendez tous, car elle engage l'avenir économique de notre profession, et ça sera une interview croisée entre Thomas Fatom, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et notre président, Philippe Bessé. Elle sera animée par notre rédacteur en chef du Pharmacien de France, Benoît Tellier. Ce sera l'occasion, dans cette table ronde, de mettre carte sur table, d'exposer les points de convergence, les points de blocage, l'occasion aussi de dessiner le nouvel horizon financier du réseau à l'heure où les difficultés s'accumulent et que certaines pharmacies sont dans le rouge. Notre deuxième table ronde, samedi à partir de 16h15, pourrait être elle aussi polémique, car elle va traiter de l'intérêt ou non d'entrer dans une CPTS. Alors, vous êtes nombreux, moi la première. Moi, j'ai une pharmacie dans le centre de Lyon. Et je me pose vraiment la question de l'utilité de rejoindre une CPTS à l'heure où de plus en plus de nouvelles missions, comme le dépistage suivi de la délivrance éventuelle d'un antibiotique pour l'angine bactérienne ou la cystite, ne seront plus soumis à l'appartenance à une structure d'exercice coordonné. Est-ce qu'il ne faut pas mieux travailler en MSP? Ça sera tout l'enjeu qu'aura à gérer Alexandra Chopard, rédactrice en chef adjointe du Pharmacien de France, avec ses intervenants. Les 3e et 4e tables rondes auront lieu dimanche matin. Une matinée tournée plus spécifiquement autour du binôme titulaire-adjoint. La première table ronde sera sur l'intérêt pour l'adjoint, comme pour le titulaire, de s'associer pour faire un binôme gagnant pour la gestion de la pharmacie. Mais plein de questions se posent. À quel niveau de part? Sous quelles conditions? C'est Didier Doucan, directeur de la rédaction du quotidien du pharmacien, qui mènera cette table ronde. On changera complètement de sujet pour la dernière table ronde du dimanche. Et nous ferons un lien avec les JO qui approchent pour une table ronde qui traitera du sport et de la gestion de la douleur. Une table ronde réalisée en partenariat avec Sanofi, où nous entendrons surtout le témoignage d'athlètes de haut niveau ayant eu à gérer de grands moments de douleur tout en pratiquant un sport de haut niveau, forcément. Nous extrapolerons et apprendrons comment inciter nos patients à gérer leurs douleurs quotidiennes au travers de la reprise d'une activité physique. Alors, 4 tables rondes, mais aussi 2 conférences. Celles-ci vous seront proposées cet après-midi, l'une sur un sujet qui progresse énormément dans le domaine de la santé et bien sûr celui de la pharmacie, l'intelligence artificielle. Cela bouge vite, je pense qu'il faut s'y intéresser dès maintenant et qu'il y a de nombreuses possibilités en pharmacie. La 2e conférence aura un sujet complètement différent. Elle va traiter de la place et rôle parfois peu connus de nos ARS. Enjeux d'accès aux soins, maillage territorial, évolution des compétences, évolution des études du 3e cycle, quelle est la place et le rôle exact des ARS. Et vous aurez également en parallèle sur ces 2 jours de nombreux ateliers partenaires sur des formats plus courts de 45 minutes qui se dérouleront dans l'espace exposant et plusieurs sessions de formation en partenariat avec l'organisme de formation Adilis de la société R+ Réseau Pharma pour vous former sur le geste TROD Angine. Je sais qu'il reste des places et je vous invite à aller sur le stand Réseau Pharma si cette formation vous intéresse. Malheureusement, la formation validante prévue le dimanche après-midi a dû être annulée par manque de participants,
mais c'est quelque chose que nous envisageons de refaire pour les congrès futurs. Enfin, n'oubliez pas, ce congrès, c'est aussi un salon, et profitez-en pour échanger avec nos partenaires exposants. Ils sont plus de 150 à nous avoir rejoints cette année. Alors, vous le voyez, un programme riche, un programme varié, en phase avec l'actualité et nos préoccupations. Donc, je vous ai brossé le programme des 2 jours, mais maintenant, je vais demander au régional de l'étape, le président du syndicat du Calvados qui nous accueille, Marc Sartorio, de me rejoindre sur scène et de nous dire quelques mots. Alors, juste, oui. Qu'est-ce que tu ressens, Marc, d'accueillir? J'ai appris que c'était la 3e fois que le salon, le congrès des pharmaciens avait lieu à Deauville. On est très honorés, je dirais. C'est vraiment... Puis c'est un plaisir. Tu n'as pas fait les 3? Non, j'en ai fait le 2e. Le premier, c'était en 88, je crois. Ça fait un peu loin. Donc, il y en avait un il y a une quinzaine d'années. C'était déjà à Deauville. Et c'est un souvenir. Et là, on retrouve tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit speech quand même. Voilà. Bonjour, chers consoeurs et chers confrères. C'est pour nous, pharmaciens normands, un honneur de recevoir à Deauville le congrès 2024 de la FSPF, un congrès qui se déroule en épilogue d'une longue période d'intenses et déterminantes négociations de nos représentants syndicaux auprès de l'assurance maladie. Ceci agrémenté de la mobilisation nationale de nos officines pour offrir un destin pérenne à notre métier. En effet, notre profession est prise dans un mouvement perpétuel de transformation et parfois, il peut être difficile de trouver la bonne direction pour s'intégrer de façon optimale dans l'évolution de notre écosystème de santé publique. J'en profite donc pour remercier Philippe Bessé et son équipe pour leur implication et leur détermination dans leur effort syndical qui n'est pas toujours simple et rectiligne. Et enfin, venez nous rencontrer au stand FSPF Normandie pour déguster quelques-unes de nos productions locales. Je dirais merci à toutes et à tous d'être présents et bon séjour à Deauville. Merci Marc, merci à toi et bon congrès. Alors, pour cette inauguration, nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Pascal Leblanc, adjoint au maire de Deauville. Donc, Monsieur Leblanc, si vous voulez bien me rejoindre et nous parler un petit peu de votre si belle ville. Merci. Bonjour à tous. Donc, chère Cécile Michelet, organisatrice de ce congrès, chère Karine Wolfthal, présidente de l'Ordre national des pharmaciens, cher Philippe Bessé, président de la Fédération du syndicat pharmaceutique, cher Monsieur Garnier, vice-président, et Marc Sartorio, président départemental. Je suis heureux d'être avec vous. Tout d'abord, je voudrais excuser Philippe Augier, maire de Deauville et président de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, qui représente les localités voisines du littoral et un petit peu de l'arrière-pays pour quelques villages, qui est retenu par d'autres obligations aujourd'hui. C'est vrai que cette semaine a été chargée, et elle est souvent chargée d'ailleurs à Deauville d'une manière générale. En tout cas, chers amis pharmaciens et pharmaciennes de toute la France, qui découvraient peut-être Deauville pour la première fois, c'est peut-être pas le cas, mais il y en a peut-être certains qui découvrent Deauville. Eh bien, Deauville, dont j'ai la chance d'être adjoint depuis 3 mandats, je crois, je m'occupe moi principalement, donc je m'appelle Pascal Leblanc, et non juste Leblanc, Pascal Leblanc. Et à ce moment-là, je m'occupe du patrimoine de la ville. Et je m'occupe également du tourisme et de la marque Deauville, parce qu'il faut savoir que Deauville est une marque déposée et très, très protégée. Voilà. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, Deauville est un village à la fois mondial. Vous le savez, la ville a une vie à l'année, hein, depuis de nombreuses années, par sa culture, par les rencontres qui se passent ici, les grandes rencontres économiques, culturelles. C'est le cas aujourd'hui. De grands congrès se rassemblent ici, donc on travaille,
Vous êtes là aussi un petit peu pour travailler, mais également pour profiter de tous les atouts de cette belle ville. Je sais que ce soir, vous dînerez aux Franciscaines, qui est un lieu véritablement magique, unique, je pense, en France, d'un couvent, un couvent des Franciscaines, que l'on avait acheté il y a quelques années, les sœurs étant, pour des raisons plus pratiques, ayant déménagé juste à côté. Nous avons repris l'ancien couvent des Franciscaines et on en a fait un lieu vraiment unique et magique de la culture, avec un auditorium, avec un cloître que vous allez découvrir ce soir, et tout un ensemble de musées, bien sûr, un grand musée, voilà, un musée permanent, et également un musée tournant avec de très belles expositions, et également différents secteurs où on découvre la culture, le cheval, enfin on a un fonds cheval, on a un fonds bien-être, enfin, vous allez découvrir tout ça ce soir, c'est important. Donc Deauville est aussi une ville où il se passe beaucoup d'événements musicaux, hein, le Festival de Pâques avec René Capuçon et tous les jeunes talents que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde, hein, les plus grands talents musicaux. Bien entendu, le sport. Nous sommes tournés de plus en plus vers la voile. Le triathlon qui aura lieu dans quelques jours, là, le 13, 14, 15 juin, avec 10 000 participants. On est un des plus gros triathlons d'Europe, donc c'est très important. Donc voilà, la ville, c'est une ville où on reçoit, où on échange, une ville très ouverte. Deauville est une ville très, très ouverte, et c'est pour ça, c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Et je remercie aussi les organisateurs d'avoir à nouveau choisi Deauville pour vous réunir, parce que c'est une ville où on travaille bien, où on se sent bien, et où on échange. C'est vraiment les grandes valeurs qui nous motivent ici à Deauville. L'accueil, que les gens se sentent bien, il y a tout pour cela. Et en plus, c'est vrai, avec une certaine proximité de Paris quand les trains fonctionnent bien. Voilà, en tout cas, travaillez bien, profitez bien de votre belle soirée, profitez bien de demain. Le temps est réuni, il fait un temps superbe. Et encore très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous ce matin. Voilà. Merci, Monsieur Leblanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je sais qu'en effet, l'actualité en ce moment est très, très chargée. Avant de laisser la parole à Karine Wolfthal, notre présidente de l'Orne, je vais demander à Philippe Bessé de venir me rejoindre sur scène pour nous parler un peu des enjeux de ce congrès et des moments forts que nous venons de traverser dernièrement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue dans ce congrès national des pharmaciens. Peut-être, j'aime, vous savez, parler d'histoire et parler d'actualité et peut-être retracer le moment particulier dans lequel nous sommes et prendre quelques perspectives, un peu de hauteur sur les événements et y revenir ensuite pour vous donner les perspectives de ce congrès. Nous sommes en Normandie, nous sommes en plein dans les 80 ans d'anniversaire du débarquement de Normandie. Donc en 1944, il y a 80 ans, Deauville était encore occupée. Deauville a été libérée au mois d'août. Donc pour que vous voyez bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de cérémonie ici, mais j'imagine qu'au mois d'août, il y en aura. Et c'est un moment qui a été clé dans notre histoire et qui montre que les hommes peuvent, avec détermination, s'ils le souhaitent, renverser des montagnes, avancer, changer la société. En 1945, suite à ce débarquement et à l'instauration d'une nouvelle politique en France, a été créée la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est notre bien commun, c'est un outil extraordinaire, social, qui permet, au travers des retraites, au travers de la prise en charge de la santé, au travers de la prise en charge des difficultés de la vie, pour tous les Français, d'avoir un accès et une garantie que leur vie pourra continuer sans avoir des problématiques qu'ont de nombreux autres pays dans le monde sur des impossibilités de se soigner, sur des impossibilités d'accès, de vivre décemment. C'est un bien qu'il nous faut préserver et qui nécessite une grande responsabilité quand nous, qui sommes partis, les pharmaciens, des offreurs de soins, eh bien, nous nous engageons dans des discussions avec les gens qui sont les garants de ce bien commun. On en reparlera donc, bien sûr,
dans la suite de cet événement. Deuxième événement d'actualité, c'est demain des élections européennes. C'est pour ça que nous n'avons pas de ministre aujourd'hui qui vient nous parler. Ils sont en obligation de réserve, avec la montée d'un extrémisme, d'un rien ne va général dans le pays, qui incite plus au découragement qu'à l'action. Et ce n'est pas la voie dans laquelle nous voulons nous inscrire. Nous voulons nous inscrire résolument dans la voie de l'action, dans l'action positive pour la pharmacie, pour nos confrères et pour nos patients. Et ça aussi, ce sera le sens de ce congrès. Le troisième événement, c'est les Jeux Olympiques qui vont arriver dans la séquence à venir pendant l'été, avec autour de ce formidable événement qui va occuper la France pendant 2 mois, l'arrivée de nouvelles infrastructures, l'arrivée de nouveaux projets, un esprit d'entreprise qui est peut-être le génie français qu'il nous faut reconquérir, et un esprit d'entreprise que les pharmaciens sont, dont les pharmaciens d'officine sont peut-être des marqueurs très forts. On a vu l'implication que chacun des 20 000 pharmacies que l'implication qu'ils ont su avoir dans la crise Covid, chacun à leur niveau, avec leurs armes, avec leurs moyens faibles. Mais donc cet événement inspirant des Jeux Olympiques, on va le partager au travers du Congrès, et c'est le sens des conférences de dimanche matin. Pour en revenir donc plus précisément, après ce momentum que je vous décris au Congrès lui-même, il arrive après une mobilisation massive des pharmaciens, le 30 mai, un sentiment d'unité, un sentiment de force qui a été donné par la profession à l'ensemble de la population, au pouvoir public, un moment d'unité qui a payé de façon assez immédiate, avec une prise en compte immédiate par les pouvoirs publics de l'arbitrage sur, encore une fois, le modèle français de pharmacie qui garantit la proximité, qui garantit l'accès aux soins pour tous équitable, et donc des assurances sur lesquelles il ne faudra jamais compter tout à fait. Il faudra toujours que la vigilance soit de mise, mais des assurances données sur le fait que ce modèle ne serait pas remis en cause. Et la semaine dernière, les derniers jours, une garantie et une confiance donnée aux pharmaciens sur l'axe majeur de leur métier, qui est le cœur de leur métier, la délivrance du médicament, avec un nouvel axe, un nouveau défi, la substitution des biosimilaires et des hybrides, c'est-à-dire à la fois un accord gagnant-gagnant qui permet à l'assurance maladie, à la sécurité sociale, d'avoir les moyens d'aller de l'avant, et aussi de mieux rémunérer les pharmaciens d'officine grâce à leur engagement dans ce nouveau projet. Ça, c'est clairement le fruit de la mobilisation du 30 mai. Je vous parlerai tout à l'heure avec Thomas Fathomme de l'avenant que la Fédération a accepté de signer hier. C'est une étape. C'est une étape dans un chemin d'action, de détermination, qui va continuer dans les mois, dans les années à venir, au service de nos patients et des pharmaciens. J'ai souhaité, pour justement tracer la ligne de la pharmacie française dans l'avenir, et parce que maintenant, ce sera peut-être à jamais ma complice à cause des années Covid que nous avons traversées, que notre présidente nationale de l'Ordre vienne inaugurer le congrès. Elle est la locale de l'étape en plus, puisque pharmacienne à Rouen, et les travaux que nous menons ensemble depuis son élection et la mienne
me font dire que c'est vraiment une profession unie dans le but du service aux patients, dans le but de la recherche de la qualité, dans le but de garantir un exercice de tous les pharmaciens que nous partageons. Donc, chère Karine, si tu veux bien prendre ma place, je te laisse la parole pour l'inauguration de ce congrès. Je vous remercie, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en effet dans cette région qui est la mienne, même si c'est une région d'adoption, mais qui m'est chère, puisque en effet j'y exerce. Un grand merci Philippe à toi pour cette invitation, mais aussi, comme tu viens de dire, pour le travail que nous faisons ensemble depuis maintenant de nombreuses années. En effet, l'Ordre des pharmaciens, nous avons un partenariat réel avec les syndicats. Et si je devais citer tout ce que nous avons accompli ensemble avec vous tous depuis de nombreuses années maintenant, voilà, la liste serait longue, mais quand même, je voudrais revenir sur 2-3 choses dont collectivement nous pouvons être fiers. Des actions décisives autour, par exemple, de la vaccination. Souvenez-vous, c'est pas si longtemps que ça que les pharmaciens ne vaccinaient pas. Et l'élargissement de la vaccination contre la grippe ne date, j'allais dire, que de 2019. Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait ensemble. Comment ne pas citer la crise sanitaire ? Je me souviens, Philippe, des nombreuses réunions, coups de fil, conférences téléphoniques que nous avions pour traverser cette crise et être le relais à la fois des pouvoirs publics, mais aussi de vos situations personnelles ou dans cette crise. Donc, cette complémentarité a été essentielle à ce moment-là, non seulement pour les pharmaciens, mais aussi pour nos concitoyens. Un mot aussi sur la démarche qualité à l'officine, qui est, je pense, un bel exemple aussi de coopération entre toute la profession, qui réunit l'ensemble des représentants des organisations de la profession. Aujourd'hui, nous avons 80% des pharmaciens impliqués dans cette démarche. Alors, il faut bien sûr arriver à 100%, mais je compte sur vous pour vous y intéresser de près. Voilà, donc encore un bel exemple de partenariat et de complémentarité. Je reviendrai bien sûr sur ces sujets, mais aussi un mot sur l'attractivité de nos métiers. Évidemment, il est primordial que tous ensemble, nous travaillons pour attirer les jeunes dans nos métiers de la pharmacie, mais là encore, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Donc, comme vous le voyez, sur tous les grands sujets, la collaboration ordre-syndicat est fondamentale pour faire avancer notre profession au service de la santé publique et de nos patients. Alors, bien sûr, pour autant, nos missions sont bien différentes et distinctes au regard du Code de la santé publique. Comme vous le savez, l'Ordre a des missions de service de santé publique, la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, la légalité, la moralité, le respect des devoirs professionnels, de la déontologie, et il contribue à la promotion de la santé publique, à la qualité des soins, la veille sur la compétence des professionnels, dans l'intérêt des patients. Les syndicats, vous l'avez bien compris, ont pour rôle la défense plutôt des intérêts économiques et moraux des membres, et l'Ordre n'intervient pas du coup sur ces champs économiques, et notamment dans les négociations dont Philippe vient de parler, qui relèvent clairement de la compétence des syndicats. Alors, même si nous n'avons pas les mêmes missions, nous avons souvent les mêmes sujets de préoccupation pour garantir notamment un maillage territorial solide pour tous les Français. Je vais également revenir sur quelques mots sur l'actualité et ce qui nous préoccupe tous, notamment ces derniers temps. Soyez certains que je suis parfaitement consciente des difficultés que rencontre la profession, étant moi-même en exercice à Rouen, et je partage les sujets d'alerte des syndicats.
La fermeture des officines, vous connaissez les chiffres, entre 2012 et 2022, le nombre d'officines sur le territoire a diminué de plus de 8% en 10 ans. Ces données se confirment. Nous aurons l'occasion de publier les chiffres de la démographie le 25 juin. Cette situation, bien sûr, on peut la lier à un contexte économique, mais elle est liée aussi à des difficultés de recrutement. Je sais à quel point nous souffrons tous de difficultés pour recruter des pharmaciens, des titulaires, des adjoints, des préparateurs, donc qui s'ajoutent à ces difficultés économiques. Et je dirais même qui nous inquiète d'autant plus au regard du déficit d'étudiants rentrant en deuxième année. Premier sujet d'inquiétude. Autre sujet d'inquiétude, ces temps-ci, les ruptures de médicaments. Comment ne pas évoquer ce sujet ce matin ? 3000 médicaments indisponibles l'an dernier. Ça a d'ailleurs été un des points forts des raisons de notre mobilisation le 30 mai. Alors bien sûr, c'est un problème mondial et croissant pour tous les patients et par voie de conséquence pour les pharmaciens qui œuvrent au quotidien pour trouver des solutions pour nos patients. Alors nous attendons de pied ferme la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement parce que si elle a été annoncée en février, pour le moment, les travaux doivent avancer. Je voudrais dire aussi un mot sur la sécurité des professionnels de santé et des pharmaciens en particulier. Nous alertons régulièrement les autorités sur ce sujet qui nous affecte tous. L'année dernière, 475 agressions recensées contre des pharmaciens, c'est en moyenne 40 agressions de pharmaciens par mois, avec une augmentation de 40% en 5 ans. Et je mets même de côté la période de la crise sanitaire qui était là aussi raison d'agression envers les pharmaciens. Sur tous ces sujets, l'ordre est mobilisé. Je vais revenir d'ailleurs pour vous donner un peu plus d'exemples, par exemple sur les fermetures. Nous travaillons avec les syndicats à la mise en œuvre de dispositifs qui va aider à pallier la fermeture de ces pharmacies. Je pense au dispositif sur les territoires fragiles dont nous avons eu le projet de décret pas plus tard qu'hier soir, mais aussi les expérimentations sur les antennes de pharmacie. Donc, autant de sujets qui doivent permettre de maintenir ce réseau et ce maillage auquel nous tenons tant et qui est si important pour nos concitoyens. Concernant l'attractivité, vous avez dû prendre connaissance de la feuille de route sur laquelle nous travaillons, avec notamment la campagne de communication que nous avons mis en œuvre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la découvrir, je vous invite à aller la voir et surtout à vous emparer des supports de communication que nous mettons à votre disposition pour tout simplement parler autour de vous du métier de pharmacien. Comment y accéder, quelles études, quelles sont les perspectives, quelles sont la diversité des métiers de la pharmacie. Donc, la communication est quelque chose d'important, comme vous le savez tous, puisque beaucoup de nos jeunes Français ne connaissent pas finalement les métiers de la pharmacie. Mais autour de l'attractivité, il y a aussi un sujet sur la mobilité des professionnels de santé. Aujourd'hui, il faut absolument travailler sur des modalités de reconversion professionnelle pour permettre des passerelles et des mouvements. Aujourd'hui, plus aucun jeune ne veut rentrer dans un métier sans avoir des perspectives de changer, d'évoluer, d'aller d'un métier à l'autre. C'est la richesse de notre diplôme de pharmacien qui permet en effet d'avoir dans une vie, dans une carrière, plusieurs types d'exercices. Un autre sujet qui devrait aider l'attractivité, c'est les reconnaissances en France des pharmaciens à diplôme étranger ou de pharmaciens à diplôme européen mais étranger. On se prive là de ressources qui sont également très importantes. Pour mieux cerner tous ces sujets autour de la démographie et de l'attractivité, nous avons mis en place à l'ordre des travaux prospectifs qui devraient nous aider à projeter les besoins en pharmaciens
d'ici 10, 15, 20, 30 ans, afin que dès aujourd'hui, grâce à ces chiffres, nous puissions aller voir les pouvoirs publics et dire, si nous ne faisons rien aujourd'hui, voilà ce que sera le nombre de pharmaciens dans 10, 20, 30 ans, et voilà ce que nous devons faire dès aujourd'hui pour ne pas arriver dans des déserts pharmaceutiques à cet horizon. Je voudrais revenir aussi sur les ruptures et ce que l'Ordre fait actuellement pour aider. Alors évidemment, on n'a pas malheureusement la possibilité de mettre un terme à ces ruptures, mais au moins de développer un système d'information qui permettra de mieux échanger entre les fabricants, les industriels, les grossistes-répartiteurs, métier de la distribution en gros, et les pharmaciens d'officine au travers de l'outil que vous connaissez probablement déjà, qui est DP Rupture, donc qui est amené à évoluer. Mais surtout, nous travaillons avec l'Europe, puisque vous savez qu'il y a en cours en ce moment une révision des textes, des directives et des règlements du médicament, parce que je suis convaincue que la solution aux ruptures est internationale, à minima européenne, voire mondiale. Mais les ruptures, ce n'est pas un sujet franco-français. C'est un sujet mondial qui touche tous les pays et il faut absolument que l'Europe se dote de politiques, de médicaments. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en échangeant avec les autorités, aussi bien françaises qu'européennes, sur le sujet de la révision de ces textes. Et puis, sur la sécurité, je voudrais vous redire que nous sommes à vos côtés, aux côtés des pharmaciens qui souffrent, au travers d'un référent de conseillers ordinaux qui sont là pour vous écouter et vous accompagner lorsque vous êtes victime de ces agressions. Philippe l'a évoqué dans son discours, au-delà de ces sujets d'actualité et de ces, j'allais dire, petits défis quotidiens, il y a des fondamentaux. Des fondamentaux qu'il est primordial de défendre. Des réflexions sont actuellement en cours qui pourraient remettre en cause certains de nos piliers. L'Ordre se bat pour conserver et sauvegarder un service sûr, de qualité égale pour tous les patients sur le territoire. Ces piliers, vous les connaissez, la propriété, le capital des officines. Aujourd'hui, uniquement ouvert aux pharmaciens. Pourquoi nous tenons tant à ce pilier? Eh bien, parce qu'il permet d'assurer l'indépendance du pharmacien. On le voit dans les métiers et dans les professions où ce capital et cette indépendance est mise à mal. Seule l'indépendance du professionnel de santé et la détention du capital permet un contrôle effectif de la société dans laquelle il exerce. Alors, bien sûr, si les pharmaciens ont bien besoin de capitaux pour faire vivre leurs officines, pour se développer, cela ne doit pas compromettre leur indépendance. C'est la position que j'ai défendue avec vigueur lorsque j'ai été auditionnée par la mission d'information au Sénat sur la financiarisation et lors de mes échanges avec les décideurs publics sur ce sujet. Deuxième pilier, le maillage. Certes, des fragilités peuvent apparaître localement. Nous les connaissons tous, la presse en fait le relais quotidiennement. Mais les règles d'installation des officines permettent tout de même d'avoir une répartition harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 35% des officines sont installées dans des communes de moins de 5000 habitants. 35%, moins de 5000 habitants. Donc, on est bien sur cette proximité à laquelle nous tenons et que justement ces règles autour du maillage permettent de conserver, d'éviter des concentrations ou l'ouverture d'officines qui seraient non viables dans des zones où les critères de la population ne sont pas respectés. Alors, face aux difficultés localement qui peuvent se trouver, il y a des solutions.
Il est nécessaire de soutenir les officines dans les territoires les plus ruraux, qui constituent parfois le dernier point d'accès aux soins de ces territoires. C'est sur ces sujets-là que nous travaillons ensemble, justement, avec l'ordre et les syndicats auprès des pouvoirs publics. Quant au monopole, troisième pilier, le médicament n'est pas un bien de consommation comme un autre. Sa dispensation doit être réservée aux pharmaciens d'officine, dans une chaîne pharmaceutique sécurisée de bout en bout, y compris sur Internet. Autant de fondamentaux de notre réglementation, de notre système, que l'ordre défend et défendra dans les débats à venir, dans d'éventuelles propositions ou projets de loi qui pourraient arriver à l'automne. Pilier ne veut pas dire simplification. Bien sûr, il y a des simplifications que nous appelons tous de notre vœu, dans notre exercice quotidien ou dans l'exercice de nos sociétés, mais ces fondamentaux doivent demeurer. Une fois fait le bilan de l'actualité et de ses difficultés, je voudrais quand même aussi prendre un peu de temps et de recul et mesurer le chemin parcouru ensemble ces dernières années. Je parlais tout à l'heure de la vaccination. Avec cette extension progressive des compétences des pharmaciens, la grippe, le Covid, puis maintenant l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal, et pas seulement l'administration, mais aussi la prescription. Un chiffre, 11 millions d'actes de vaccination ont été réalisés en pharmacie entre juste août 2023 et avril 2024, même pas une année, 11 millions d'actes de vaccination réalisés par vous. 89% des officines ont une activité d'administration des vaccins. Encore une fois, regardez 2 secondes derrière. 2019, c'était juste la première année de l'extension des compétences vaccinales pour les pharmaciens pour la grippe. Chemin parcouru impressionnant. Sur d'autres missions autour de la prévention, 70% des officines proposaient en 2023 des kits de dépistage de colorectal, par exemple. Le rôle des pharmaciens s'est considérablement développé ces dernières années, du fait, bien sûr, du contexte sanitaire, crise Covid, difficulté d'accès aux soins, mais aussi de l'action conjointe, là encore, des syndicats et de l'ordre, et jamais le rôle des pharmaciens dans le système de santé n'a été aussi important, sachant collectivement le reconnaître. Alors, demain, nous avons là encore de belles perspectives qui s'ouvrent devant nous. On les a évoquées, on les évoquera probablement encore plus tard dans la journée ou demain. Des évolutions très concrètes qui vont se matérialiser, on l'a dit tout à l'heure, les TROD, angines, les cystites, avec la délivrance d'antibiotiques à la clé, mais les rendez-vous de prévention, qui là aussi s'ouvrent probablement très prochainement avec une communication du ministère très, très, très prochaine, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site du CESPharm. Je ne vous décrirai pas ce qu'est le CESPharm, je suis sûre que tout le monde le connaît, mais au fond, le pharmacien n'est-il pas un des professionnels de santé le mieux placé pour parler de prévention? Je dis souvent aux autorités, c'est 4 millions de Français qui franchissent tous les jours les portes d'une officine. Nous voyons tous les âges de la vie, les patients comme les aidants, les jeunes comme les vieux. Voilà, donc la pharmacie est au cœur de la prévention et j'espère, et on fera tout pour que vous vous empariez de ce sujet qu'est les entretiens de vaccination. Les TROD, bien sûr, font partie aussi de l'arsenal de la prévention auquel les pharmaciens peuvent participer, les infections AVRS, TROD, grippe, angine, etc. Mais tout ça, maintenant, c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Peut-être aussi tout ce qui est prolongement des traitements chroniques qui est attendu aussi.
Je voudrais dire un mot à ce sujet des prolongements des traitements chroniques et de l'exercice coordonné. Donc, on aura l'occasion d'entendre cet après-midi le rôle des CPTS, voire des MSP, mais quel que soit l'outil juridique ou la structure dans laquelle nous aurons l'occasion de coopérer avec les autres professionnels de santé, c'est un axe qui me paraît essentiel, la coopération entre professionnels de santé autour du patient. C'est d'ailleurs ce que réclament les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans l'exercice. Ils ont été formés comme ça à cette coopération. Ils ne veulent plus exercer seuls dans leur officine, et ni même un médecin ne veut exercer seul dans son cabinet. Donc, quelle que soit la structure, la coopération est quelque chose qu'il faut absolument développer et trouver le moyen de mettre en place cette coopération. À l'ordre, j'ai mis en place on a appelé une commission des nouveaux inscrits, qu'au départ on appelait commission jeunes. Bon, mais il y a aussi des nouveaux pharmaciens qui ne sont pas forcément jeunes, donc c'est intéressant de les entendre et de les écouter justement sur leur aspiration pour exercer leur métier de demain. Et tous mettent la coopération comme un axe essentiel d'attractivité pour le métier de demain. Et si on regardait même après-demain, encore un petit peu plus loin, le développement de la pharmacie clinique est quelque chose, là où encore, où le champ de possible des pharmaciens est très important. Le pharmacien, vous le savez tous, c'est l'expert du médicament. C'est l'expert de l'accompagnement du patient dans la mise en œuvre de ses traitements. On peut, à l'image peut-être aussi de ce qu'il se fait au Québec, imaginer aller plus loin dans la possibilité d'adapter des posologies, de substituer. Quand je dis substituer, ce n'est pas nécessairement d'un princeps vers un générique, mais c'est en cas de rupture, de pouvoir, dans une même classe thérapeutique, adapter un traitement, accompagner les patients dans l'observance. Donc, c'est des choses que nous connaissons. Je vais dire quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, mais au Québec, ils ont l'habitude de dire... alors, j'essaye de me remémorer exactement le mot, mais c'était... ils ont un hashtag, c'est hashtag je sais, donc je facture. En gros, ce que ça voulait dire, c'est à chaque fois qu'ils peuvent adapter une posologie, à chaque fois qu'ils peuvent rendre service aux patients, avec leur connaissance autour du traitement, eh bien, ils ont des actes rémunérés pour ça. En France, sur le moment, on avait presque envie de dire hashtag je sais, mais je ne peux pas. Voilà. Donc, c'est ces évolutions-là que je pense il va falloir se pencher parce que nous sommes compétents pour le faire et parce que c'est un service qui serait rendu aux patients. On est tous frustrés d'avoir ces compétences et de ne pas pouvoir toujours les exercer. Donc la pharmacie clinique, un enjeu de développement, en considérant que demain, nous aurons à relever un défi qui préoccupe, je le sais, notre ministre de la Santé, Madame Vautrin, c'est le virage domiciliaire et le vieillissement de la population. Il va falloir accompagner nos aînés à rester à domicile, soit chez eux, soit en établissement, mais les pharmaciens, de par la proximité, vont devoir, là aussi, jouer un rôle dans ce virage domiciliaire. Alors, comment faire tout ça? Alors, encore une fois, on est après-demain. Personnellement, je compte beaucoup sur le développement des technologies, et notamment l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne me fait pas peur. Je voudrais qu'elle soit là, elle est déjà là, et on ne sait pas toujours d'ailleurs, dans nos LGO ou dans nos outils que nous devons développer. Mais pourquoi est-ce que je tiens tant au développement de ces technologies? C'est parce que j'entends la crainte et l'anxiété que ces évolutions peuvent faire naître chez nous. Mais comment on va faire tout ça? Comment on va trouver les ressources? Comment on va... La technologie peut nous aider.
à justement relever ces défis et je serais intéressée d'entendre M. Gruson tout à l'heure pour voilà, nous éclairer sur les perspectives qu'ouvre l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Mais face à ces évolutions aussi, il y a des corollaires. Je parlais de la technologie, je voudrais dire un mot sur la formation. Il est indispensable que notre formation soit adaptée et de qualité. Alors, formation adaptée à ces nouvelles missions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réforme du 3e cycle, que nous attendons. Là aussi, les autorités nous disent que nous aurons des textes avant l'été. Le DS Officine, mais aussi la réforme du 1er cycle. Comment, en effet, revenir sur cette réforme PASLAS qui nous a fait tant de tort. Autant de sujets sur lesquels il faudra se pencher, parce que sans formation, nouvelle mission très compliquée à mettre en place. Formation continue, DPC, certification. Voilà, des sujets qu'il va falloir... On parlait de simplification tout à l'heure. Voilà, des sujets sur lesquels on pourra probablement imaginer des simplifications à venir, mais pour autant, indispensable d'avoir cette formation continue. Autour des nouvelles technologies, j'ai évoqué l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être on aura l'occasion d'évoquer, Philippe avec M. Fatto, mais la e-prescription, l'évolution du dossier pharmaceutique, l'évolution du DMP, l'évolution de nos outils de communication, tout simplement, auprès du patient. Tous ces sujets, l'ordre les travaille, soit de près quand il s'agit du dossier pharmaceutique, soit avec l'assurance maladie quand il s'agit du DP, du DMP. Voilà. Pour toutes ces belles missions que nous accomplissons au quotidien depuis de nombreuses années, je voudrais chaleureusement vous remercier tous, car c'est grâce à vous tous que ces missions peuvent être accomplies sur le terrain. L'ordre est bien sûr à votre écoute et est là pour vous accompagner dans la réalisation de ces missions au quotidien. Comme je viens de le dire, il y a aujourd'hui des belles perspectives pour nous tous et le rôle de l'ordre est d'accompagner la profession dans ces évolutions. Notre rôle, comme je le dis souvent, est d'ouvrir le champ des possibles, non pas pour que chacun d'entre vous se sente sous le poids des responsabilités, mais pour que chacun d'entre vous puisse adapter sa pratique à son territoire d'exercice et aux patients de leur territoire avec les autres professionnels de santé qui peuvent avoir autour d'eux. L'ordre continuera à être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur l'évolution des métiers de la pharmacie afin de garantir la continuité et la sécurité des soins en France au bénéfice de la santé publique. La profession a toujours su relever les défis. Je sais pouvoir compter sur vous pour relever ceux qui se présentent à nous demain, comme vous pouvez compter sur moi pour faire tout mon possible pour préserver notre belle profession, encore une fois au service de la santé publique. Merci pour votre attention. Je vais juste récupérer ma dernière petite feuille et vous garder 30 petites secondes. Merci beaucoup, Karine, pour votre intervention. Écoutez, on arrive à la fin de cette inauguration et je déclare donc officiellement ouvert le 76e Congrès national des pharmaciens. Je vous donne rendez-vous dans cette salle à 11h précises pour notre grand débat entre Thomas Fattom, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et notre président Philippe Besset. Et derrière moi, vous pouvez également voir le programme de tous nos ateliers partenaires qui vous sont proposés pour la journée de samedi. N'hésitez pas à vous inscrire auprès d'eux. Mais maintenant, place à la pause et à la visite de nos stands partenaires. Et je vous dis à tout à l'heure, à 11h.